Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour, bienvenue dans ce premier Flash Market de la saison 2024. Et d'abord, je tenais à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Pareto, nos meilleurs vœux pour l'année 2024, à vous ainsi qu'à vos proches, des vœux de joie, de prospérité, mais ça, on s'en occupe. Alors, pour bien commencer l'année, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Monnier. Bonjour Sophie. Bonjour François. Alors, vous êtes porte-parole de la maison de gestion franco-allemande Odo. Tout à fait. C'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire un petit peu les perspectives de l'année 2024, de l'année Mhm. qui s'ouvre devant nous. Après une année 2023 avec des hauts, avec des bas, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2024? Dans une année où il y aura quand même pas mal d'élections à travers le monde, où le marché s'attend à des baisses de taux. Donc, a priori, plutôt une année positive. Mhm. Mhm. Oui, tout à fait. Alors, il convient peut-être de rappeler que l'année 2023 a encore été une année de hausse de taux et entre 2022 et 2023, on a quand même assisté à une hausse de taux sans précédent dans son amplitude et sa rapidité. Et cela est venu forcément impacter les différents marchés. On a constaté toutefois que l'année 2023 a été une année qui a mieux résisté que prévu, qu'attendu. On parlait beaucoup de la récession et en réalité, on a eu quelques épisodes récessionnistes, mais les économies, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, ont été finalement plus robustes que beaucoup d'attentes. Pour 2024, que ce soit en croissance, inflation ou taux, quelles sont nos perspectives? Quel est notre scénario central? Alors, notre scénario central n'est pas celui d'une forte récession. C'est plutôt un scénario de ralentissement, avec une croissance entre 0 et 1%, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, avec quelques potentiellement des épisodes aussi récessionnistes, on voit déjà avec l'Allemagne sur certaines zones, mais finalement plutôt un grand ralentissement dans un contexte où on voit déjà des chiffres d'inflation qui sont plutôt orientés à la baisse. Le pic d'inflation est largement derrière nous. On reste toutefois sur des niveaux d'inflation qui restent supérieurs aux objectifs fixés par les banques centrales, que ce soit là aussi en Europe ou aux États-Unis. On rappelle que la cible d'inflation des banques centrales, c'est 2%. Mais on s'en approche, hein. Ce qui explique que les différents banquiers centraux aujourd'hui ont atteint ce niveau Ce plateau, plateau. ouais. Voilà. Sur les taux, on attendait peut-être un niveau pic avec donc une hausse et d'ailleurs une très forte baisse. Et la réalité, c'est que de la même manière, ce pic n'a pas vraiment été atteint. C'est plutôt plateau avec un niveau de taux assez élevé, plus longtemps qu'attendu. Et dernièrement, effectivement, les banquiers centraux se sont plutôt prononcés en faveur de perspectives de baisse à venir de taux horizon 2024, ce qui est aussi notre scénario principal, en sachant qu'on prévoit aussi dans nos portefeuilles et nos allocations des scénarios alternatifs. Et c'est important parce qu'il faut rester dans cet exercice aussi de projection, d'anticipation. Et il se pourrait qu'on assiste aussi, au vu effectivement du contexte géopolitique et puis aussi de potentiels aléas imprévus, qu'on assiste à une récession ou un ralentissement plus marqué encore de la croissance avec des impacts potentiels sur certains secteurs. Et dès lors, nous aussi, nous gérons nos portefeuilles pour pouvoir se tenir prêts et équilibrer les portefeuilles, bien les diversifier de façon à pouvoir optimiser, je dirais, la perspective de croissance et de rendement au regard des différents risques attendus sur le marché pour 2024. Alors, Sophie, vous le disiez, c'est un peu le consensus de marché. A priori, les taux vont commencer à baisser tout doucement au cours de l'année 2024, en tout cas certainement aux États-Unis. Ça veut dire quoi au niveau des portefeuilles? Ça veut dire que le premier semestre, vous allez en tant que gérant augmenter la duration des obligations pour justement pouvoir bien bénéficier de ces taux qui sont relativement hauts et puis repartir sur les actions? Alors, on a déjà commencé dans nos portefeuilles à augmenter la duration progressivement cette année. On a vu un épisode en septembre-octobre avec d'ailleurs des niveaux de taux atteints assez élevés qui ont commencé à baisser sur certaines maturités sur la fin de l'année 2023.
Et donc oui, on a commencé à augmenter la duration de nos poches obligataires, de façon aussi à se tenir prêt en cas de scénario adverse, justement. Hein. Si il y a une forte récession, il est probable que aussi les banquiers centraux baissent leurs taux de façon un petit peu plus rapide et potentiellement un peu plus forte qu'attendu. C'est pas notre scénario central, mais c'est possible. Et dès lors, avoir des durations un petit peu plus longues dans les portefeuilles, des maturités moyennes, donc, sera opportun. En parallèle, on a aussi, je dirais d'une manière générale et peut-être plus globale, augmenté la part des obligations dans nos portefeuilles. Parce que la bonne nouvelle de cette hausse de taux, tout de même, il convient de le rappeler, c'est qu'on a à nouveau une alternative dans nos portefeuilles aux actions. Vous savez, on parlait beaucoup du TINA il y a de ça quelques années. There is no alternative. Il n'y avait pas d'autre alternative que d'investir dans les actions, puisque les obligations offraient des taux d'intérêt de zéro, voire même parfois négatifs. Aujourd'hui, avec cette hausse de taux, on assiste à un marché obligataire qui retrouve des couleurs, qui retrouve de l'intérêt et des niveaux de portage, de carry, on parle dans notre jargon, qui sont à nouveau attrayants, notamment dans les portefeuilles diversifiés, où on va retrouver deux sources de performance, et c'est ça qui est clé, à la fois l'obligataire avec des niveaux de crédit et des niveaux de primes de crédit qui sont attractives, et les actions sur lesquelles on continue d'être positionné. On est venu renforcer d'ailleurs en octobre 2023 certains sous-segments actions du fait à ce moment de l'année d'une forte contraction de la confiance des investisseurs et puis de niveaux de valorisation qui redevenaient intéressants sur certains segments. Comme lesquels, par exemple? Alors, comme notamment la technologie Oui. qu'on est venu renforcer à ce moment-là. On est venu aussi augmenter, là, sur la fin d'année 2023, certains noms du segment du luxe et de manière plus contrariante, segment aussi de la santé qui a pas nécessairement offert la même performance que le marché de la technologie sur l'année 2023, mais qui, dès lors, offre de belles perspectives de rattrapage. Et en plus, dans un contexte où on peut avoir un scénario de ralentissement de la croissance, opter pour ce type de segment relativement plus défensif peut avoir aussi un intérêt dans l'idée d'une bonne diversification de nos portefeuilles, avec toujours aussi, c'est important, euh, des poches de diversification sur une poche en dollars avec une approche donc internationale. C'est-à-dire qu'on va investir dans des entreprises à la fois européennes, mais aussi américaines et dans une moindre mesure aujourd'hui émergentes, mais avec ce potentiel de croissance des différentes zones en fonction des cycles de marché. Et en termes de capitalisation, vous êtes plutôt quoi, positionné sur des sociétés géantes, des petites, des moyennes? Alors aujourd'hui, on est en cœur de portefeuille sur des grandes capitalisations, hein, les large caps. On est venu aussi renforcer en fin d'année 2023 certaines sociétés sur des petites poches de portefeuille de diversification plus moyenne et petite capitalisation. Et donc, on pense notamment à une société comme Diploma qu'on est venu entrer dans certains de nos portefeuilles diversifiés. Et en parallèle, nous avons une concentration sur des sociétés qui offrent des avantages compétitifs forts. C'est peut-être une marque, une technologie, une base de clientèle qui permet à ces sociétés d'avoir des marges élevées, des perspectives de croissance stables, des niveaux d'endettement qui sont faibles aussi. Attention au coût de la dette et à l'augmentation du coût en capital de certaines sociétés qui peut-être n'arriveront pas en fait à se refinancer dans ce contexte de hausse de taux et à certains segments et secteurs effectivement sur lesquels nous préférons ne pas nous positionner aujourd'hui de façon voilà, à pouvoir sélectionner ces entreprises qui seront à même à faire face aux différentes étapes des cycles économiques avec voilà, des avantages compétitifs forts et notamment bah, là vous retrouverez dans nos portefeuilles des sociétés comme Microsoft, Les grands classiques. Google, voilà. Voilà, les 7 magnifiques. Donc, pour résumer, peut-être, Sophie, une année qui, a priori, devrait être, en tout cas on le souhaite, vous aussi, une année plutôt positive sur les marchés financiers, mais qui va être déterminée un peu en fonction de la baisse des taux d'intérêt, et à voir aussi si l'agenda politique ne va pas prendre le pas sur l'agenda monétaire, l'agenda des banquiers centraux. Eh bien, en tout cas, Sophie, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. Merci pour votre fidélité, et on se retrouve très bientôt. Au Merci revoir. François.